Yo les amis, c'est Riku-sama et aujourd'hui on va parler d'une série de jeux juste incroyable. C'est la seule série de jeux que j'ai entièrement platiné et d'ailleurs j'en ai gardé des séquelles. Et de toute manière ce n'est absolument pas un secret que je sois un grand fan de Kingdom Hearts. Je vais vous donner un petit fun fact juste avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Si vous regardez en fait mes shorts, vous allez remarquer un point en commun avec la plupart des shorts qui ont pété en termes de vues. 1 million de vues, musique de Kingdom Hearts, 359 000 vues, musique Kingdom Hearts, 51 000 vues, musique Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, Kingdom Hearts. La plupart de mes shorts qui ont pété, c'est parce que j'ai utilisé des musiques de Kingdom Hearts. Donc pour vous dire à quel point je suis un énorme fan de la série. Et dans cette théorie, je vais pas rentrer dans des trucs du type qui est vraiment Xehanort, qui est Roxas, qui se cache derrière Sora. Bref, des trucs complètement what the fuck parce que Tetsuya Nomura, hein, vous inquiétez pas, il a pas mal d'imagination et il va s'occuper de lui-même de faire ce genre de théorie. Alors même si vous savez faire la différence entre une Keyblade et une Keyblade, je vais vous parler d'une théorie qui nécessite pas forcément de lore et de contexte pour la comprendre. On va parler de Kingdom Hearts 3 et du niveau perdu que Disney ne voulait pas que nous voyions. Wherever you go, I'm always with you. Donc comme tu le sais, on a Sora qui doit voyager de monde en monde et la spécificité c'est que les mondes qu'il visite eh bien, sont des mondes de Disney. On a vraiment plein de Disney, hein, donc ça va de Réponse à Pirates des Caraïbes, à Toy Story. Mais il y a un monde qui a quand même reçu pas mal de critiques de la part des fans et ce monde c'est le monde d'Arendelle de la Reine des Neiges. Et maintenant en jouant à ce monde, on peut comprendre pourquoi est-ce que ce monde est l'un des mondes les plus détestés des fans. Il force le joueur à grimper tout en haut d'une montagne juste pour être immédiatement renversé après. Une fois qu'on arrive au sommet, encore la même chose et encore rebelote encore la même chose. En fait, on reste juste monter une montagne et la redescendre, la monter et la redescendre. C'est tout. Et on peut faire équipe ni avec Elsa ni avec Christophe. On nous met à la place Marshmallow qui est le golem d'Elsa. Et il ne sert un petit peu à rien. Il est là uniquement pour le boss à la fin du monde. Et pour Kingdom Hearts qui sait super bien utiliser les méchants Disney, les personnages Disney et tout pour en faire à chaque fois une histoire de fou, bah là pour le coup on peut comprendre un petit peu la déception. Mais je pense que cela n'a jamais été l'intention des développeurs. Ma théorie c'est qu'un autre niveau de la Reine des Neiges existait et il était incroyable, mais il a été coupé à la dernière minute. Ce qui nous a donné ce fouillis répétitif, ce scénario un petit peu bancal et ces zones très bancales pareil à explorer. Mais vous allez voir, on va y venir. Donc on va reconstituer aujourd'hui ce niveau incroyable qui était Arendelle, le monde de la Reine des Neiges que les développeurs ont essayé de nous donner, mais que Disney n'a pas approuvé, n'a pas autorisé, il n'y a que ça comme explication. Le premier indice c'est quoi? C'est qu'on va essayer de voir la différence qu'il y a entre le monde d'Arendelle, donc de la Reine des Neiges, avec les autres mondes dans Kingdom Hearts. Et pas juste Kingdom Hearts 3, mais Kingdom Hearts de manière générale. Donc à chaque fois, on va connecter l'histoire de Sora avec l'histoire du monde. Donc ça permet à Sora d'influencer et faire évoluer les personnages des mondes Disney. Et c'est aussi le contraire. Donc les personnages du monde Disney que Sora va visiter vont pouvoir l'aider en fait, aider Sora à grandir, à évoluer, à se remettre en question, etc. Par exemple, Hercule va lui apprendre à se relever après une défaite et croire en lui à nouveau. En rencontrant Woody et Buzz l'éclair et en les entendant parler de l'amour d'Andy, eh bien ça renforce la foi qu'il a en ses propres amis. Dans le monde de Réponse, eh bien ça fait directement un parallèle avec les premières aventures de Sora et la première fois que Sora est sorti de l'île du destin et la première fois que Réponse est sorti de sa tour pour faire face au monde extérieur. Donc voilà, il y a toujours une connexion entre Sora et les mondes Disney et le but c'est toujours qu'on puisse voir les personnages évoluer comme je l'ai dit précédemment. Mais dans Arendelle, donc dans le monde de la Reine des Neiges, eh ben ils interagissent à peine en fait avec les personnages, il y a aucune interaction quasiment. Et bon bah on a eu la fameuse musique libérée, délivrée, qui a été entièrement refaite en CGI, du coup bon qui a dû demander pas mal de budget. Mais sinon en fait à part ça, bah il n'y a pas de connexion profonde entre les personnages. C'est comme si en fait l'équipe avait l'obligation de la part de Disney d'inclure des chansons, mais bah ils savaient pas trop comment faire, enfin ils ont juste rempli quoi. Mais pour moi, l'élément le plus étrange, c'est bien le méchant
Hans. Donc Hans, il n'est jamais introduit, il ne parle jamais, il n'a pas une ligne de dialogue et on voit quasiment jamais son visage. Ça, c'est littéralement sa première apparition dans le jeu. Ça fait vraiment pitié pour un méchant. Ensuite, on va le voir téléporté dans un portail évanoui. Perso, j'ai rien compris. Maintenant, si vous pensez comme moi, bah écoutez, c'est Disney qui a forcé Tetsuya Nomura à inclure juste les chansons, à faire un petit scénario bancal, eh bien, il n'en est rien. Parce que Tetsuya Nomura a dit lui-même qu'il était très intéressé par le monde de la Reine des Neiges et qui voulait vraiment l'intégrer lui-même dans le jeu. Et ils ont décidé de l'introduire dans le jeu avant même que le film sorte. Et donc, il dit aussi qu'il a eu de la chance, et bien que le film soit un énorme succès, parce qu'ils ont pris le risque de rajouter un monde dans le jeu, de commencer à le développer, alors qu'on savait même pas si le film allait flop ou pas. Alors, ce qui veut dire tout simplement que Tetsuya Nomura avait à la base une vraie histoire à raconter dans le jeu parce que c'est lui-même qui a voulu l'inclure. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a eu un scénario aussi catastrophique? Alors d'après lui, l'équipe qui a directement travaillé sur le film de la Reine des Neiges était aussi présente sur Kingdom Hearts. Et ils avaient des lignes directives très strictes à suivre. Et d'après Tetsuya Nomura lui-même, les lignes de dialogue du monde de la Reine des Neiges étaient vraiment hyper strict, il laissait rien passer. Bon, c'est logique, c'est la plus grande franchise animée de Disney en dehors de Pixar. Ça peut se comprendre. Surtout, il se préparait à annoncer la Reine des Neiges 2 à l'époque, donc il y avait Kingdom Hearts au milieu, il fallait absolument que Kingdom Hearts donne une bonne image. Il ne voulait surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse altérer avec la marque Frozen. Donc bon, ça pourrait expliquer le scénario bancal, parce que Tetsuya Nomura n'avait pas la carte blanche sur ce qu'il voulait vraiment faire, et ça expliquerait qu'ils aient juste rajouté les fameuses chansons à droite, à gauche, sans aucun lien avec l'intrigue. Mais donc la question qu'on peut se poser, c'est si ce n'était pas l'histoire qui était prévue de base par Tetsuya Nomura, quelle était la vraie histoire? Quel était le vrai scénario de ce monde-là et qu'est-ce qui devait vraiment se passer? Heureusement pour nous, il reste quelques fragments de l'histoire originale de qu'est-ce qu'aurait pu être le monde de la Reine des Neiges. Et en assemblant toutes ces anomalies, on peut faire le puzzle et vous allez voir, vous serez surpris. Revenons à Hans, le méchant du niveau. Donc comme on l'a dit précédemment, il ne parle pas, il a 0 ligne de dialogue. Et ça, c'est vraiment pas commun. Et pourtant, le gars qui double Hans, je peux vous dire qu'il est en très bonne santé chez lui et ça lui cause absolument pas du tout de problème de le doubler. Donc c'était pas un problème de manque de doubleur ou quelque chose du genre. Non, c'est pas du tout ça. Alors pourquoi Hans n'a aucune dialogue de ligne? Il parle jamais. Alors que dans chaque monde dans Kingdom Hearts, vous avez tous les méchants Disney qui sont là, toujours, ils sont toujours là en train d'essayer de mettre mal Sora, de se foutre sa gueule, d'essayer de le mettre dans le mal. Ils parlent, ils sont là, ils sont présents, ils sont méchants quoi. Une des meilleures parties quand tu joues à Kingdom Hearts, c'est quand tu vois justement le méchant en train de faire le giga shad et ensuite t'as Sora qui vient et qui réussit à se battre contre lui. Mais là, rien du tout. Et si le méchant principal, donc qui est Hans, n'a aucune ligne de dialogue parlée parce que justement, il n'était pas censé être le méchant principal de ce monde-là. Et si Hans a été introduit justement à la dernière minute pour remplacer un vilain que Tetsuya Nomura n'avait pas ou plus l'autorisation d'utiliser. Et ça expliquerait une autre incohérence flagrante dans le jeu. À chaque fois qu'on voit le méchant se transformer en boss, il y a toujours une animation où on voit la transformation du boss. Quand la mère adoptive de Réponse se transforme en Sans-Cœur, on voit les parties de son manteau s'agrandir et se transformer en monstre. On voit Evil Baymax se transformer. À Monstropolis, on voit quand il se transforme en monstre. Bref, t'as compris ce que je veux dire, on voit toujours la transformation du méchant. Mais avec Hans, t'as un portail qui vient comme ça de nulle part. T'as Sora, Donald et Dingo qui rentrent dans un portail qui vient encore une fois de nulle part. Et t'as un loup monstrueux de glace qui apparaît comme ça, sans contexte, sans aucune explication, rien du tout. Il n'y a aucune continuité physique entre Hans et le boss. Au-delà de la continuité physique, il n'y a aucune continuité thématique. Et ça, c'est le problème le plus important. Alors bien sûr que le monde de la Reine des Neiges est un monde où il y a de la glace, mais Hans, qui est le méchant, il n'a rien à voir avec la glace, lui. Transformer Hans en loup de glace n'a aucun sens. Sauf si l'équipe de développement a pris cette séquence qui était déjà incluse dans le jeu et a juste remplacé Hans à la dernière minute. Mais si Hans n'était pas le méchant, qui est-il? Eh bien, ça serait en fait
Elsa. Déjà, avoir Elsa en tant que méchante, ça aurait été vraiment stylé de ouf. Et surtout, ça expliquerait pourquoi le boss est un méchant loup de glace. Elsa a le pouvoir de créer. Mais plus important encore, au-delà de ça dans le lore, Elsa en tant que méchante, eh bien ça fonctionnerait de fou. Au début du niveau, t'as un membre de l'organisation 13 Larkspin, je pense qu'elle s'appelle comme ça, qui dit ça. Okay, I'll admit, Elsa is a person of interest to us. What if it's dark magic? Elsa would never rely on the darkness. Actually, it's still too early to call. Depends on how she sees it. If she believes her magic is darkness, that's what it will become. So what will Elsa accept? Light or darkness? I know, I want to know. Alors en fait, cette ligne de dialogue dans le jeu, elle ne sert à rien du tout. L'idée qu'Elsa soit en conflit avec ses pouvoirs ou pas, s'ils sont bons ou mauvais, ça ne change à rien du tout. Et à la fin du jeu, t'as Larkspin du coup qui réapparaît, qui dit « Ah bah je pense que finalement elle a choisi le bien, ok cool super ». Mais si justement l'histoire du monde de la Reine des Neiges suivait en fait le conflit interne de lumière et de ténèbres chez Elsa, où le boss final du loup de glace se libère, elle ne contrôle plus ses pouvoirs et elle cède aux ténèbres. Maintenant on a quelque chose qui a beaucoup plus de sens, non seulement dans le niveau, mais dans le contexte de Kingdom Hearts en tant que série. Un des thèmes tout le temps abordés dans Kingdom Hearts, c'est le potentiel du cœur humain à abriter en même temps le bien et le mal. Et Elsa est justement l'un des rares personnages de Disney qui se trouve à la frontière du bien et du mal. Enfin, dans le brouillon original de la Reine des Neiges, je sais pas si vous le savez, mais Elsa était supposée être la méchante. Mais ensuite Disney a préféré la mettre en tant qu'anti-héroïne. Et ce serait totalement logique que Elsa sombre du côté du mal si elle avait été un petit peu poussée par l'organisation 13. Ce qui aurait fait d'elle justement la méchante. Et ensuite on a Sora qui essaye de se battre pour essayer de la sauver de l'obscurité pour qu'elle puisse être l'héroïne qu'elle a toujours voulu être. Et je vous rappelle que quand l'équipe de Tetsuya Nomura a commencé à bosser sur le scénario, Disney n'avait pas encore fait sortir le premier film. Donc ils savaient pas que ça allait être un succès mondial. Donc du côté de Tetsuya Nomura, ils ont eu le temps en fait de faire leur scénario, de faire leur niveau, de faire leur tout. Et c'est totalement logique de pourquoi est-ce que l'équipe de développement de chez Disney a rejeté l'idée à la dernière minute. Elsa est l'un de leurs personnages les plus populaires qui leur a rapporté le plus de cash et surtout c'est devenu littéralement un modèle, une marque, ce que tu veux pour toutes les jeunes filles. Et il y aurait eu une énorme controverse à la présenter en tant que méchant dans un jeu. Mais le pire dans tout ça, c'est que eh ben t'es pas abonné. Voilà, t'es pas abonné, donc abonne-toi, mets un petit like, voilà quoi, aide-moi à faire grandir la chaîne frérot. Ou Serette, c'était une fille. Allez, on continue la vidéo. Il n'y a pas que Elsa qui prend son sens en tant que méchante, mais même la conception même du niveau. Je vais vous dire à quoi est-ce que ça devait réellement ressembler à la base, et vous allez voir... C'est dommage. C'est dommage que cette version finale n'ait pas existé. Le labyrinthe de glace dans lequel Larkspin vous piège au début de l'histoire de la Reine des Neiges n'a juste aucun sens. Vraiment, ça vient comme ça de nulle part. Et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à sortir de cette forteresse de glace, ils se retrouvent téléportés par un portail, comme ça, au milieu de nulle part, du côté de la montagne. Alors non seulement dans le monde de la Reine des Neiges, il n'y a aucun lieu comme ça, en fait. À aucun moment, il y a une tour qui vient de nulle part. Mais en plus, jamais dans Kingdom Hearts, dans un monde Disney, t'as eu comme ça des portails noirs qui te font téléporter où tu veux. Non. On dirait plutôt que cette section a été retirée d'une partie du niveau. On dirait en fait qu'ils ont juste pris des événements à droite à gauche et qu'ils les ont un petit peu mélangés n'importe comment. Regardez l'architecture de cette zone et qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a qu'un seul endroit qui a une architecture comme ça et c'est le palais d'Elsa. Lorsque vous atteignez enfin le sommet du labyrinthe de glace, vous vous retrouvez donc dans une tour entourée de 3 plateformes de glace qui sont très clairement très hautes dans le ciel, ce qui est une façon étrange de représenter la partie finale d'un donjon souterrain, on est d'accord. Ce qui est étrange aussi, c'est que ces 3 plateformes, en fait, il n'y a rien du tout dessus. C'est vraiment une énorme déception quand tu pars les explorer. Il y a une pièce qui est une pièce vide pleine d'ennemis. T'as une autre où tu trouves un emblème fétiche.
Waouh, super. La conception de cette zone te crie, te hurle qu'il devait y avoir quelque chose d'hyper important ici à cet endroit. Donc soit ces zones ont été inachevées, ou soit il devait y avoir quelque chose. Il devait y avoir un combat de boss qui a été retiré de cet endroit pour être mis ailleurs. Mais si une fois que vous êtes tout en bas de la montagne, vous vous retapez encore tout le chemin pour remonter là-haut, vous remarquerez que le château d'Elsa apparaît sur la carte. Et lorsque vous essayez de vous en approcher, un mur invisible vous bloque le chemin. En fait, c'est exactement ce qui se passerait si normalement le château devait être une zone explorable. C'est comme si il a été enlevé et mis ailleurs. Comme par exemple un donjon de glace qui apparaît de nulle part. En fait, il faut que vous compreniez que construire un niveau comme celui-ci, c'est-à-dire le donjon de glace, ça prend du temps et ça prend surtout énormément d'argent. Donc si Disney n'a pas donné l'autorisation que Elsa soit la méchante et que justement le boss final se trouvait au château d'Elsa et que le château d'Elsa était normalement le donjon final, eh bien ils se devaient d'utiliser quand même ce qu'ils avaient prévu dans le jeu. Ils pouvaient pas juste tout jeter à la poubelle et tout recommencer de zéro, ça leur aurait pris trop de temps et d'argent en plus. Et c'est pour ça que il y a une conception de niveau très bizarre, voire même un petit peu nul. Et en parlant de conception de niveau, c'est pas tout. La section finale du niveau implique de se cacher derrière des gros blocs de pierre pour essayer d'éviter le souffle de glace. C'est une section dans le jeu qui pop de nulle part, aucun contexte au préalable, comme partout dans ce monde de la Reine des Neiges. Alors ce qui est encore plus troublant, c'est que vous avez la tempête de neige, enfin le souffle, qui vient du bas vers le haut. Alors déjà de 1, dans les lois de la physique, c'est complètement n'importe quoi, que ça souffle du bas vers le haut. Et pas uniquement les lois de la physique, hein, même dans les lois du jeu vidéo, on doit toujours monter, on doit toujours gravir la montagne, et ça n'a jamais été le contraire. Regardez Chrono Trigger ou Majora's Mask. Ça aurait eu beaucoup plus de sens que justement Sora et ses amis sont en train d'essayer de grimper la montagne et que ce soit la section finale avant d'atteindre le palais d'Elsa pour aller la combattre. Et enfin, Marshmallow, hein, la création d'Elsa, ce golem de glace qui ne sert à rien du tout. Le moment où il apparaît dans le jeu, il reste à peine 2 petites zones avec quelques ennemis et ensuite il y a le boss. Mais si Elsa était vraiment la méchante dans ce monde-là, en fait, on aurait eu ce golem de glace qui serait en train de combattre avec nous du début de la montagne, donc dans le palais, tout ça, jusqu'au boss. Et là, ça aurait eu beaucoup plus de sens parce que effectivement, on aurait eu un compagnon avec nous dès le début de l'aventure. Et ça expliquerait aussi son héroïsme à la dernière minute, hein, quand il se met à protéger Sora et les autres. Parce qu'on comprend pas, hein, pourquoi est-ce que la scène se concentre sur lui. Il ne sert à rien dans le scénario, dans rien du tout. Alors que si justement le scénario c'était que il est la création d'Elsa et que justement il se rebelle contre sa créatrice, là ça aurait été un truc de fou. Alors disons qu'Elsa était justement en conflit entre sa part de lumière et de ténèbres, comme nous l'a dit Larkspin dans son dialogue juste avant, et que à cause de l'organisation 13, justement elle sombre du côté des ténèbres, et c'est là où l'expression de ses pouvoirs prend forme d'un énorme loup de glace. Et là on a Marshmallow qui est sa propre création, qui décide de se mettre en danger pour protéger Sora et les autres. Et c'est à ce moment-là que Elsa justement réalise la part de bonté qu'il y a en elle. Elsa a la capacité de donner la vie. Elle a la capacité de créer de l'amour, de créer de l'empathie et de l'auto-sacrifice. Ça se rapproche de la leçon qu'elle en a tirée avec Anna qui s'est mis en danger pour elle dans le film. Ce qui fait donc que Elsa reprend ses esprits et surtout elle accepte enfin ses pouvoirs et elle les met à disposition du bien. Fin du niveau, vous pouvez aller faire les mini-jeux de Winnie l'ourson. Les éléments basés sur les dialogues, la conception du niveau, les thèmes, l'histoire, tout ça, tout était en place pour une version beaucoup plus solide du monde de la Reine des Neiges qu'on connaît maintenant, malheureusement. Au lieu de cela, on a un ramassis de bouts de niveau qui ont été sauvés au dernier moment par l'équipe de développement dû aux ingérences de Disney. Et c'est vraiment le comble, c'est que Disney, en voulant protéger à tout prix leur image de la Reine des Neiges, leur marque, et bien au final ils y ont fait plus de mal qu'autre chose, vu que le monde de la Reine des Neiges est le pire monde
de Kingdom Hearts 3 et c'est hyper dommage parce qu'ils sont passés à côté d'une histoire de fou qui aurait pu être racontée. Comme quoi, quand Tetsuya Nomura décide de faire quelque chose, n'interférez pas dans son travail, laissez-lui la licence, il va super bien s'en occuper. Mais bon, après tout, ce n'est qu'une théorie. Si t'as aimé, n'oublie surtout pas de t'abonner parce que moi ça m'aide de fou dans mon travail. C'est grâce à ça que je peux te faire d'autres théories, c'est gratuit, ça te coûte rien, juste like la vidéo, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé et abonne-toi. Aussi, je tiens à remercier la chaîne The Game Theory, une chaîne 100% anglophone dont je me suis énormément inspiré pour faire le contenu. Si tu veux encore ta dose de théorie, tu as la vidéo juste ici qui s'apparaît où je t'explique les origines de Sans d'Undertale et juste ici, je te dis pourquoi est-ce que Mario est un énorme psychopathe. C'était Riku Sama, on se retrouve de l'autre côté. Ciao!